Aujourd'hui, avec moi, on va parler sur l'insuffisance rénale. C'est quoi l'insuffisance rénale? C'est une incapacité pour le rein de bien fonctionner. Le rein, c'est un petit organe qui se trouve derrière l'abdomen, qui a pour rôle de maintenir l'équilibre du milieu intérieur. Et le rein, il existe deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, lorsqu'on a une perte brutale, mais réversible. Et l'insuffisance rénale chronique, on a une perte qui est progressive, mais irréversible. Et par rapport à la stadification, l'insuffisance rénale est stadifiée. Il y a plusieurs façons de le stadifier. Pour l'insuffisance rénale aiguë, il y a la stadification de Riffel, il y a Akin, la stadification de Cadigo qui stadifie l'insuffisance rénale aiguë en 3 stades. Le 3 dernier stade nécessite faire une dialyse et l'insuffisance rénale chronique, donc la maladie rénale chronique, c'est stadifie en 5 stades et la dernière phase, ou les derniers stades, c'est l'insuffisance rénale terminale qui nécessite la dialyse, un traitement de suppléance ou soit il faut faire une transplantation rénale. Et quelles sont les causes de l'insuffisance rénale? Il faut savoir que les causes de l'insuffisance rénale sont multiples. En ce qui concerne l'insuffisance rénale aiguë, on peut le stadifier en 3. Il y a l'insuffisance rénale pré-rénale. Ça veut dire tous les facteurs qui font en sorte que l'organisme puisse perdre du liquide. Il y a ce qu'on appelle la déshydratation. On peut perdre les liquides par des vomissements, par la diarrhée, par la peau, une transpiration profuse, des brûlures et autres. En cas de diabète sucré, par exemple, en urinant beaucoup. Et lorsqu'on prend aussi certains médicaments, des diurétiques par exemple, le Lasix, les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que le diclofénac, par exemple, et aussi en cas de choc hémorragique, après un traumatisme, on perd beaucoup du sang et autres. On peut aussi perdre du liquide dans le milieu vasculaire, mais ça va rester dans l'organisme, constituant ainsi un troisième secteur en cas de péritonite, en cas de sepsis. Et également, on peut avoir l'insuffisance rénale rénale. Dans le cas d'insuffisance rénale, l'atteinte peut être due soit à un paludisme, ou soit à une hémolyse, ou soit une rhabdomyolyse avec la production de l'hémoglobine, ou soit de la myoglobine qui sont toxiques pour le rein. Il y a aussi certaines substances qui sont directement toxiques pour le rein, entre autres certains antibiotiques, entre autres l'amicacine par exemple, et la gentamicine sont des aminosides qui sont toxiques pour le rein. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont aussi toxiques pour le rein. Il y a l'insuffisance rénale post-rénale, là c'est l'obstacle menant à l'élimination de l'urine. Et chez l'enfant, c'est souvent des malformations congénitales, valve de l'urètre postérieure. Chez l'adulte, c'est souvent les tumeurs. On a chez l'homme, il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate, également l'adénocarcinome de la prostate qui va obstruer un peu l'urètre, va empêcher que l'urine qui est constituée soit éliminée. Chez la femme, on peut avoir de myome, on peut avoir aussi d'autres traumatismes et autres. En ce qui concerne l'insuffisance rénale chronique, il y a plusieurs causes. Entre autres, nous avons les malformations congénitales comme la polykystose rénale, les syndromes d'Alport par exemple. On peut avoir certaines tumeurs au niveau du rein, les tumeurs de Wilms, les tumeurs de Grawitz. On peut aussi avoir certaines maladies cardiovasculaires et métaboliques telles que le diabète, l'hypertension artérielle non contrôlée, la prise de tabac, l'hypercholestérolémie et autres. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui peuvent faire en sorte que vous puissiez avoir une maladie rénale. Et quelles sont la clinique? La clinique de l'insuffisance rénale, c'est en fonction du rôle du rein. Comme on a dit que le rein permet aussi l'élimination du déchet azoté, l'élimination des déchets du métabolisme, de l'urée par exemple, lorsque ça s'accumule, ça va constituer ce qu'on appelle le syndrome urémique. Et ce syndrome urémique peut avoir des conséquences dans tout le corps. On peut avoir l'encéphalopathie urémique, il y aura fléchissement de l'état de conscience, il y aura coma, l'individu sera agité, il sera logoréique et ça peut aussi entraîner d'autres causes, une parotidite urémique. Les parotides vont augmenter de volume. On peut avoir également des troubles digestifs. On peut avoir des troubles digestifs tels qu'une gastrite urémique. On peut avoir de diarrhée. On peut avoir des diathèses hémorragiques. On peut avoir plusieurs conséquences en ce qui concerne le syndrome urémique. En ce qui concerne l'équilibre d'eau associé, on va avoir des édèmes. On peut avoir également l'acidose métabolique. On peut avoir également troubles au niveau de os et autres. Ça, c'est par rapport à la clinique. Par rapport à la paraclinique, on peut demander l'urée et la créatinine pour calculer les débits des filtrations glomérulaires. On peut demander l'échographie rénale et on peut aussi demander d'autres bilans pour voir les troubles. Par rapport à la prise en charge, la prévention, il faut boire beaucoup d'eau, il faut éviter l'automédication avec des médicaments et puis il faut éviter de consulter surtout les praticiens avec les plantes médicinales qui vont détruire les reins à la longue. Il faut, si vous avez le diabète et l'hypertension, il faudrait les contrôler et si vous avez un malade qui souffre de l'insuffisance rénale, s'il faut
faire la dialyse, il faut dialyser. Après la dialyse, il faut corriger les troubles avec les médicaments et aussi, il faut traiter l'étiologie. J'ai dit et je vous remercie.